Je pense que le media buying est en pleine évolution. Une marque qui arrive à scale, c'est une marque qui a des très très bons fondamentaux. Dans les faits, c'est de plus en plus compliqué d'être rentable au premier achat. Et ça te sert à quoi le meilleur? Le MR, ça te donne une vision en fait justement statique de la performance de tes publicités. Ça ne te donne pas de vision dynamique. Google est surévalué. Google est dans quasiment 100% de temps est surévalué. L'ancienne façon de faire du media buying, pour ceux qui l'ont connu avant iOS 14, en gros l'idée c'était d'avoir des opportunités d'arbitrage où on pouvait mettre l'intégralité de notre budget et les assets dessus et on allait avoir de la performance. Maintenant le métier est fondamentalement différent. Il y a une règle un petit peu fondamentale, c'est d'avoir un split. En gros on est prêt à avoir une structure de coût qui est assez saine, c'est de nous dépenser 25% en acquisition. CPM, coût par mille impressions, t'as de l'influence dessus ou pas? Tu as de l'influence indirecte. Salut Jordan. Salut Étienne, comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va super, merci. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast, dans ce magnifique lieu, et de faire le 20e épisode de D2C en présentiel. Alors, pas tous étant en présentiel, mais tu fais partie de la 2e saison et du coup en présentiel. Jordan, tu es Head of Performance chez Rose. Tu pilotes au moment où on tourne cet épisode une équipe de 10 personnes qui gère une 50aine de comptes publicitaires e-commerce pour à peu près 1 à 2 millions de dépenses publicitaires par mois, ça varie selon les périodes, sur toutes les plateformes, donc Google, Meta, TikTok, etc. Tu as aussi une fonction de COO chez Rose, notamment de structuration, de process, des garants de la qualité de notre accompagnement, même si c'est un peu moins le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et tu es également mon associé, puisque tu es là depuis les débuts de Rhodes, tu as cofondé Rhodes avec moi, et Nielsen. Et aujourd'hui, si je t'ai invité dans le podcast, c'est parce que, déjà ça me fait plaisir de faire un podcast avec toi, mais c'est aussi et surtout parce que j'avais envie que tu me partages un peu ta vision. Parce que toi, directement et indirectement, avec toute ton équipe, vous avez bossé avec beaucoup de marques. Aujourd'hui, c'est plus de 160 à l'échelle de Rhodes depuis sa création. Et donc, tu es dans une position qui est assez intéressante, parce que tu as quand même vu beaucoup de choses, et moi ça m'intéresse, et je pense que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça les intéresse aussi de savoir qu'est-ce qui ressort de tous ces apprentissages comme bonne pratique. Donc aujourd'hui, pour cet épisode, ce que je te propose, c'est de faire un focus sur le pilotage, notamment de son acquisition, et les indicateurs à suivre quand on fait de l'acquisition en ligne. Et l'idée du coup, c'est à travers ce qu'on a préparé ensemble, de débunker pas mal de fausses croyances, d'idées, et de se focaliser notamment sur les 5 indicateurs principaux. Voilà, est-ce que ça te va sur le programme? Écoute, c'est nickel. Merci beaucoup Étienne pour cette invitation. Ce que je te propose pour démarrer, c'est peut-être de te laisser te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas. C'est parti. Et du coup, je m'appelle Jordan. Je suis Head of Performance et associé de Rhodes avec toi et Nielsen. J'ai un parcours un petit peu particulier puisque j'ai une formation qui est en finance de base. Et ensuite, j'ai travaillé quelques années dans l'assurance. J'étais chargé d'études actuarielles pour les plus intimes. J'étais en charge en gros du calcul des provisions mathématiques pour le monde de l'assurance, de sorte à ce que voilà, quand il y a des sinistres qui arrivent, qu'on ait mis suffisamment d'argent de côté pour pouvoir rembourser nos assurés. Et ensuite, j'avais une velléité un peu de changer un peu de secteur. Ça me correspondait plus. J'étais plus forcément en alignement avec à la fois le monde de l'assurance et le monde de l'entreprise tel que je l'ai connu. Donc du coup, j'ai vogué un peu par mes propres projets. Et quelques années plus tard, on s'est rencontrés. Et voilà, on a cofondé Rhodes et on nous voici aujourd'hui. Curieux de savoir, ça sort un peu du cadre, mais comment tu passes de finance, assurance à Head of Performance / associé dans une agence de pub? C'est vrai que le gap est assez vénère. Mais en fait, moi, de base, en fait, j'étais juste bon en mathématiques. Je savais pas trop quoi faire, objectivement. J'étais bon en maths, pas trop quoi faire. On m'a dit, tu sais, les fonctions mathématiques, globalement, c'est ce qu'on m'a répété un peu tout au long de ma vie, c'était les plus valorisées à l'école. Et c'était là où tu avais, dans le monde du travail, les meilleurs salaires. Voilà. Donc moi assez instinctivement, ouais, je suis allé dans ce genre de fonction. Et je me suis très très vite rendu compte, à la fois à l'université, avec mes collègues et dans le monde de l'entreprise, que j'étais un peu un extraterrestre en finance. Okay. J'ai pas envie de faire des clichés un petit peu, mais la typologie de personnes que tu rencontres en finance, c'est pas forcément des gens comme moi. Et d'ailleurs, petite claque d'humilité, puisque quand je travaillais en finance, moi je me sentais vraiment particulièrement bon parce que j'avais fait un produit en croix ou une addition. Et pour moi, le marketing, c'était carrément du coloriage, quoi. C'était du coloriage. Et donc me voici de l'autre côté de la barrière.
Donc en vrai, voilà, une petite claque d'humilité. Et on va le voir justement dans l'épisode, il y a quand même beaucoup de notions mathématiques finalement dans, bon, c'est pas forcément évidemment pas aussi poussé que j'imagine des finances appliquées à de l'assurance ou de l'actuariat, mais ça sert d'avoir quand même des bases en maths parce que c'est un mélange entre, c'est le gars de Motion, je sais plus comment il s'appelle, le CEO qui dit ça, il dit c'est the art of blending science with art. Donc t'as quand même une partie très data que tu mêles à la partie un peu plus Totalement, coloriage, totalement. comme tu l'appelles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous décrire dans les grandes lignes un peu ce que c'est ton job au quotidien? Bah, tu l'as un petit peu dit en introduction, j'ai 2 casquettes. La première casquette qui me prend quand même l'essentiel de mon temps, c'est la partie gérer le service performance, donc du coup d'une dizaine de personnes. On a entre 40 et 50 clients actifs en permanence en ce moment. Et l'idée, c'est d'aller accompagner les performance managers dans la gestion de leurs clients, la montée en compétences, la formation. Donc voilà, ça c'est toute la première casquette. Et la deuxième casquette, c'est plutôt la partie opération, où là, de s'assurer de ce que, à la fois sur l'interne et sur l'externe, de s'assurer que la qualité Rhodes soit délivrée auprès de nos clients et qu'on ait notamment également une bonne communication avec le service créa dont Nielsen gère, puisque on a on a de plus en plus de clients qui sont médias créa, donc de sorte à ce que la communication soit bien faite finalement entre le service performance et le service créa, de sorte à ce qu'on délivre la qualité souhaitée. J'ai sorti les stats d'ailleurs hier, parce que dans le cadre de petite présentation qu'on va faire à l'équipe trimestrielle, et c'est 37% des clients créa chez nous, du coup, qui sont des clients uniquement créat. Donc ça veut dire que tu as 2 tiers des clients créa qui sont aussi des clients chez nous en média. Exactement. Donc en effet, point très important, la synergie. Pour avoir un petit peu une idée de ce que gère ton équipe, c'est quoi comme type de compte que vous gérez en termes de chiffre d'affaires, de spend, de dépenses, tu vois, de vertical? Tu peux donner un petit panorama dans les grandes lignes? Sur la partie performance, je dirais qu'on a plus de 90% d'e-commerçants déjà, qui sont triés en deux grosses parties. On a soit des pure players qui sont nés sur Internet et que du coup ils souhaitent à se développer, ou alors des clients plutôt grands comptes qui ont à la fois une présence physique et qui souhaitent se mettre en ligne. Ça, c'est en gros les 2 typologies d'e-commerçants qu'on a. Les spends sont très variés. Donc les spends vont de 5 000 € par mois jusqu'à 150 200 000 € pour les plus gros. En termes de vertical, c'est très diversifié. Voilà, on a accompagné 160-170 clients depuis le début de Rhodes, donc on a un peu touché à tout en ce qui concerne l'e-commerce. Il y a quand même pas mal de clients, et je ne l'explique pas trop pourquoi, je ne sais pas si c'est d'ailleurs dû à notre stratégie de contenu ou pas, mais il y a beaucoup, je dirais que la niche beauté est quand même assez représentée chez Rhodes, et la niche, tout ce qui touche de près ou de loin à la maison également. Voilà. Ok. Intéressant sur la cosmétique, je pense qu'il y a aussi, enfin cosmétique beauté plus largement, je dirais, de mon point de vue, qu'il y a aussi tout simplement beaucoup d'acteurs, tu vois, ne serait-ce que dans les CPM, c'est très cher sur cette niche-là, parce que je pense que tu as quand même une intensité, donc peut-être que ça explique, je sais pas, ou alors on attire des marques cosmétiques, bon bref. Ok, et est-ce que tu as des spécificités sur les clients avec lesquels vous bossez? Typiquement, est-ce que tu vois, il y a beaucoup de Shopify, beaucoup de Klaviyo, est-ce que tu as un peu des patterns qui se dessinent ou pas particulièrement? Alors nous déjà, on préfère tout particulièrement travailler avec des clients qui sont sur Shopify. S'ils ne le sont pas, on fait du lobby assez fort pour qu'ils puissent qu'ils fassent dessus. C'est beaucoup plus facile pour nous dans la gestion au quotidien. Mais par contre, on travaille avec n'importe quel acteur bien évidemment sur n'importe quel CMS. On sait s'adapter et adapter nos outils à la typologie de clients. Après, en termes, c'était quoi du coup là? La question, c'est savoir est-ce qu'il y a des spécificités sur les clients, tu vois, des traits un peu communs qui reviennent sur les clients avec lesquels on bosse. Les traits, généralement, c'est plutôt après généralement les clients ont un peu tout le temps les mêmes problématiques s'ils arrivent chez nous, qu'on sait bien évidemment adapter et spécifier bien évidemment en fonction de leur truc, mais non, pas spécialement. Elles viennent du coup, les marques, pour scaler globalement. Comment? Ouais, en gros, leur dynamique, c'est voilà, on cherche à avoir soit plus de chiffre d'affaires. Ok. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Alors, j'ai préparé quelques petites questions. L'idée, c'est pas de créer des débats, mais c'est plutôt d'avoir ton point de vue, parce que je le trouve assez intéressant, et surtout, en fait, tu as quand même été exposé à travers tes équipes et à travers, du coup, l'expérience sur Rhodes, à beaucoup de situations et de cas différents avec les marques qu'on a accompagnées. Et donc, j'ai une petite liste de questions que je vais te poser, si ça te va.
La première, c'est on entend souvent que le media buying est mort. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que le media buying est en pleine évolution. Mhm. Je vais faire d'ailleurs un parallèle que j'aime bien faire avec mes cours d'économie. Ça me fait un peu penser à la destruction créatrice de Schumpeter. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Mhm. En gros, l'idée, c'est que dès qu'il y a du progrès technique ou de l'innovation, il y a un ancien équilibre qui va laisser place à un nouvel équilibre avec une meilleure allocation et une meilleure performance. Et je pense qu'on est clairement un peu dans ce paradigme-là, où l'ancienne façon de faire du media buying, pour ceux qui l'ont connu avant iOS 14, où il y avait, en gros, l'idée, c'était d'avoir des opportunités d'arbitrage. Il y avait des intérêts qui étaient un petit peu cachés, où on pouvait mettre l'intégralité de notre budget et les assets dessus, et on allait avoir de la performance. Maintenant, le métier est fondamentalement différent. L'idée, c'est de rentrer. Les médias buyers sont devenus réellement des marketeurs, Mhm. avec finalement euh, une recherche, une analyse stratégique sur l'ensemble des facteurs de l'équation de croissance, de la créa, du tunnel de vente, de l'optimisation de taux de conversion. Et je trouve que c'est pour le mieux, hein. Et du coup, voilà, même pour le client final, l'objectif, c'est d'avoir Ouais. dans son feed des créas qui lui correspondent et qui soient adaptés, plutôt que quelqu'un qui est en capacité de targeter de manière laser Mhm. des intérêts pour qu'ils puissent convertir. Le fameux laser targeting. Et du coup, tu dirais qu'elles passent la majorité de leur temps, tes équipes, elles le passent sur quoi? Ma, D'ailleurs, j'ai fait passer un... ma question est pas du tout dans le bon ordre, mais, mais t'as compris. Ouais, j'ai compris. Les mots étaient pas à la bonne place. J'ai compris la question. J'ai fait passer un questionnaire d'ailleurs, parce qu'on va se voir dans le cadre d'un séminaire ici à Nice. Et on a découpé en fait le temps passé sur les performance managers en quatre. Et en l'occurrence, ils passent 20 à 25% de leur temps sur les plateformes. J'aurais peut-être dû le faire passer en 2018 pour savoir ce que c'était, mais je Intéressant. pense que c'était un peu plus important. Donc 20-25% sur de l'optimisation pure et dure, Ouais, gestion, sur upload de l'optimisation. campagne, upload de Exactement. création, ce genre de choses. Ok, Exactement. Donc intéressant. c'est pas tant que ça, hein. Non, c'est pas énorme. C'est pas tant que ça. Donc en fait, media buyer, même le terme est obsolète. Alors. Voilà. Ok. On préfère les appeler les performance managers. Ok. Et du coup, les deux postes qui prennent le plus de temps, ça va être l'analyse stratégique en Ok. permanence. Donc l'optimisation de tunnels de conversion, la recherche, la veille, adapter systématiquement la stratégie au client. Et toute la partie créa, bien évidemment. Tous nos performance managers sont formés et recrutés pour pouvoir délivrer finalement des créas qui sont orientés pour la performance. Et donc ça prend voilà, quasiment 30 et 30% de leur temps. Ok. Et le reste, c'est de la communication avec le client. Ok, intéressant. Donc en fait, ça représente un peu le poids de chacune des disciplines dans le succès d'une campagne finalement. Donc Totalement. media buying, c'est assez mineur, 25%. Et reste créa, analyse stratégique. Dans l'analyse stratégique, tu inclus du coup CRO, tunnel de vente, tout ça ou... Ouais, ok. exactement. Donc c'est plus stratégie, e-commerce, business, marketing. Au sens Totalement. large du terme, ok. Intéressant, très intéressant. Du coup, en parlant de e-commerce notamment, puisque c'est la spécialité de Rhodes, qu'est-ce qui fait scaler une marque e-commerce? Qu'est-ce qui explique qu'une marque e-commerce scale et qu'une autre ne scale pas, par exemple? Parce que c'est un peu, j'ai l'impression, le Graal. Tu vois, toutes les marques qui viennent chez nous, et même de manière générale en e-commerce, elles ont qu'une envie, c'est d'exploser leur taux de croissance, à des temporalités plus ou moins différentes, mais la vérité et la réalité, on le voit sur le terrain, c'est que ça marche pas pour tout le monde. C'est pas facile pour tout le monde. D'ailleurs, je pense qu'on a plus de marques avec qui on a du mal que de marques qui arrivent vraiment à exploser. Sinon, ce serait trop facile et on serait multimilliardaire parce qu'on aurait trouvé la clé du scaling. Mais du coup, à ton sens, qu'est-ce qui explique qu'une marque scale et qu'une marque ne scale pas, par exemple? C'est une bonne question. C'est pas facile d'y répondre objectivement. Mais je pense avant tout qu'une marque qui arrive à scale, c'est une marque qui a des très très bons fondamentaux. Le socle, ça va être le produit / l'offre. À partir du moment où on a un bon produit, une bonne offre, ça va être beaucoup plus facile de construire des fondamentaux qui vont être solides par la suite. Quand je dis l'offre, des fois on a tendance à raccourcir l'offre au prix. C'est un peu plus compliqué que ça. L'offre, c'est plutôt le produit associé à un bénéfice auprès d'une audience. Si on peut rajouter également des biais de rareté ou d'urgence pour pousser un peu plus à l'achat, encore mieux. Mais voilà, l'offre, c'est un petit peu ça. Nous, on le voit, hein, des fois, il y a des clients qui arrivent et qui rentrent en portefeuille. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de The Smileys, qui est un client historique chez nous. Quand on a récupéré le BM, il y avait quand même
les fondamentaux n'étaient pas là, que ce soit en termes de créa, que ce soit en termes de gestion de media buying. Mais par contre, le produit, la proposition de valeur était tellement intéressante pour l'audience que, on rappelle, il n'y avait rien qui allait. Et il y avait des CPA qui étaient en dessous de 10 euros, quoi. Donc, en fait, tu vois ça, tu te dis poule aux œufs d'or, quoi. Ah, la poule aux œufs d'or. Et regarde The Smilist maintenant, le chemin parcouru. Donc, voilà, tout simplement, une belle offre, une belle offre. Ok, donc ça, c'est facteur numéro 1, selon toi, ou t'en vois d'autres? Facteur numéro 1, ça va être l'offre. Le deuxième, ça va être le tunnel de vente. Ok. Le tunnel de vente, le classique sur e-commerce, ça va être, je clique sur une publicité, j'arrive sur une page produit. Bon, ça c'est la première. Déjà, c'est mieux que la homepage. C'est déjà mieux que la homepage. Ça, on le voit de moins en moins souvent. Ouais, il y en a encore. Mais... donc voilà, le classique, c'est d'arriver sur une page produit. Tu as d'autres types de pages de redirection, on pourra en reparler par la suite. Hein. Mais en gros, est-ce que ton site internet est suffisamment bien optimisé pour optimiser ton taux de conversion? Ok. C'est quoi un bon taux de conversion selon toi? Un bon taux de conversion. Alors, encore une fois, c'est très relatif. J'ai du mal à donner systématiquement une réponse précise parce que ça dépend de beaucoup de choses. Un chiffre. Voilà, en gros, si tu as un taux de conversion au-dessus des 3%, tu es déjà dans le top Shopify, ce qui fait, donc c'est un bon taux de conversion. Peu importe le panier moyen. Voilà, exactement. Voilà, le point est là, c'est-à-dire que si tu vends des canapés à 1700 €, ça va être compliqué d'avoir 3% de taux de conversion, Voilà, et c'est pas pour autant que c'est très bien. Tu peux avoir un taux de conversion inférieur à 1%, si ton panier moyen est à 2000 € et que tu as la marge brute qui suit derrière, fine. Ouais. Okay, fine. Donc offre, tunnel de vente, taux de conversion optimisé. Ouais, offre, conversion, tunnel de vente optimisé et la créa. La créa, et tout particulièrement, nous, ce qu'on remarque en fait chez les clients qui ont réussi à scale, c'est plutôt la vélocité créative. À quel point tu es en capacité de produire, enfin, entre l'idéation, la production et l'analyse, à quel point tu arrives à faire une loupe de ces 3 étapes le plus rapidement possible. Nous, on a une marque et déjà, je crois qu'on en a déjà parlé pendant le podcast, hein, mais on a fait plus de 1700 créas sur 12 mois. On est passé de 0 à presque 200 000 € de spend. Parce que on a été très très vite sur cet aspect créatif. Par mois, le spend. Par mois. Ouais. Ok, donc ça c'est vraiment les 3 piliers fondamentaux. C'est marrant, du coup, t'as peut-être pas fini. Mais... Non, c'est ça. Ok. Je pense que le dernier truc quand même, mine de rien, qui est assez important, c'est la taille du marché. Ok. Si tu es sur un marché de niche, ça dépend ce qu'on appelle scale, hein, bien évidemment, mais ça va être compliqué d'atteindre des plusieurs centaines de milliers d'euros de dépenses si tu es sur un marché d'ultra niche de passionnés. Donc la taille du marché, par exemple, si je prends l'exemple de la culotte menstruelle, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. C'est objectivement c'est objectivement un type de business qui n'est pas facile, puisqu'il y a une intensité concurrentielle qui est forte. Par contre, on s'adresse absolument presque à la totalité du marché féminin, menstrué du moins. Intéressant. Donc, c'est marrant parce que du coup, dans tes points, tu mentionnes, j'allais dire quasiment pas, mais même pas du tout le media buying, tu vois. Donc finalement, c'est presque comme si ça venait en dernier. Et je trouve que c'est un point intéressant parce que c'est quelque chose depuis les débuts de Rose, sur lequel on martèle, un message qu'on martèle beaucoup auprès des clients et de notre audience et toutes les personnes qui écoutent ou regardent ce qu'on publie comme contenu. En fait, on a tendance à se dire, tiens, il faut vendre un produit, premier réflexe, la pub. Mais en fait, la pub, ça vient en dernier. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends et j'imagine que toi aussi, c'est plus un accélérateur. Si en fait tous tes fondamentaux sont bons, bon bah, comme tu le dis pour The Smilist, tu vois, même si ta pub elle est moyennement faite, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour la manière dont ils gèrent les pubs, si vous écoutez France Raven, on vous adore. Bah en fait, si ton produit il est pas bon, ton offre elle est pas bonne, tu peux mettre autant de pub que tu veux, ça marchera pas. Et réciproquement, dans l'autre sens, si tous les fondamentaux sont bons, bah ta pub, ça ne peut que amplifier ton message. C'est comme ça que tu le vois, toi? Exactement, 100%. Super intéressant. Est-ce que tu dirais, tu as commencé à y répondre du coup à cette question, mais est-ce qu'il y a des industries qui sont plus faciles que d'autres? Est-ce qu'il y a des instructions plus faciles que d'autres? Ou plus difficiles? Plus difficiles. Moi, je pense tout particulièrement sur... je pense qu'il faut quand même scinder. Moi, je vais plutôt parler de Meta et Google. Je pense qu'on est en capacité de vendre tout sur Meta. Et j'ai eu, encore une fois, plusieurs claques d'humilité sur cette question-là. Typiquement, on a un client qui est dans la niche de la maison, de jardin, qui vend des serres. Qui vend des serres, donc les paniers moyens sont extrêmement élevés.
On est autour de 1500-1700 euros. A priori, on se dirait sur Meta, vendre des serres, Ça se vendra à la caisse. ça se vendra jamais. Vendre des serres. En fait, les gens, des fois, on l'oublie quand on fait de la publicité, qu'on parle à des humains. Ouais. La publicité, on voit, on est derrière des chiffres, mais en fait, on envoie finalement un asset auprès de feed des personnes qui sont à gauche et à droite en France. Donc en fait, les gens, on rappelle pourquoi ils sont sur Meta ou sur Instagram, c'est pour se divertir, passer un bon moment, regarder des vidéos de chats, ou ce qui s'est passé avec sa tante Daniel. Donc, a priori, vendre une serre. Salut Daniel. Salut Daniel. On te salue. Vendre une serre à ce moment-là à 1500 euros, c'est pas forcément le truc le plus facile. En l'occurrence, c'est un client qui fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, je peux même rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'en fait, ils ont une offre qui est très forte. Ils ont une offre qui est particulièrement forte, puisque voilà, ils vendent une serre et avec 600 euros de cadeaux à partir de ce moment-là. Donc du coup, ça pousse, tu vois, ce phénomène d'achat. Pour revenir à ta question, je pense qu'on peut tout vendre. Il faut juste adapter sa stratégie, d'où le temps passé par les FM sur la partie analyse stratégique, aux clients. Donc tu penses qu'on peut vendre des bateaux sur Meta? On en a déjà vu. On a déjà vu qu'ils vendent des bateaux, qu'ils vendent des jets également privés. Donc c'est les choses qui fonctionnent. Par contre, il faut adapter. En fait, le truc, c'est que tu fais pas une vente voilà. e-com si tu veux vendre un sur jet, Shopify. si tu vends un jet privé, c'est pas une publicité, une page de vente, j'achète un jet. C'est du lead gen. C'est un peu plus compliqué que ça. Tu vas devoir avoir un tunnel de vente qui va être un peu plus long, un peu plus costaud. Mais je pense qu'on peut vendre tout. Ouais. Et tu as des industries là de tête où tu sais de base si tu vois, tu rencontres une marque qui te dit j'ai envie de scaler, je dépense déjà et j'ai envie d'accélérer. Est-ce que tu sais, parce que tu as bossé sur cette industrie-là, est-ce que ça va être plus difficile que d'autres? Genre typiquement des industries plus concurrentielles ou parce que le panier moyen est faible ou tu vois, ou tu as des réflexes comme ça où tu te dis... Ouais. Bah, typiquement la cosmétique, Ouais. intensité concurrentielle extrêmement forte. Les CPM sont très élevés. La serre, intensité concurrentielle extrêmement basse. Du coup, les CPM sont extrêmement bas aussi. Et par contre, le panier moyen est très élevé. Par contre, donc, le panier, voilà. Donc, ton coût d'acquisition peut l'être assez... Donc, déjà, il faut regarder un petit peu l'intensité concurrentielle. Que tu jauges avec le CPM? C'est un des indicateurs. Okay. C'est un des indicateurs, ouais. Tu vois tout de suite, entre la serre et la cosmétique, ça peut faire du x4, x5, tu vois, en evergreen. Et t'as un niveau de panier moyen où tu te dis, en dessous de ça, très difficile ou pas du tout? Ou contre-exemple, des paniers moyens à 25 euros, t'arrives à scaler quand même? Alors, plusieurs choses sur le panier moyen. Un panier moyen important, ça dépend, encore une fois. Je commence beaucoup de mes réponses par ça dépend. C'est bien quand même, en fait on conseille fortement, déjà quand un client arrive chez nous, on regarde systématiquement le panier moyen, il y avoir un panier au-dessus de 50, 60 euros, pour pouvoir absorber finalement ses coûts d'acquisition. Ça c'est un petit peu la règle, un petit peu générique. Dans les faits, ça peut être un petit peu différent, ça va dépendre de ton repeat. Si tu as un repeat extrêmement élevé et que tu es prêt à perdre de l'argent sur ta première vente, bah c'est ok, tu vois, ça c'est le premier truc. Donc il y a systématiquement des contre-exemples à adapter. Donc voilà, on vérifie quand même à bien check tout ça en avant d'arriver. Ça nous fait une très belle intro, on va y venir. J'ai deux petites dernières questions avant de rentrer dans le cœur de l'épisode. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent? Les erreurs qu'on voit le plus souvent, le classique, ça va être les erreurs de paramétrage dans les campagnes. Genre il y a des exclusions qui sont pas là, il y a une structure de campagne qui n'y est absolument pas adaptée. L'idée d'avoir une structure de campagne adaptée, c'est pas forcément le paramétrage, mais c'est de pousser le bon message marketing auprès de la bonne audience. Pour aller assez vite et pour simplifier, mais en gros, un prospect il passe par différentes étapes. J'ai pas du tout conscience de mon problème, je sais pas du tout qu'il y a une solution, je suis allé sur le site internet, j'ai ajouté au panier mais j'ai pas acheté. L'idée c'est d'aller pousser un message marketing qui soit spécifique en fonction de ces différents niveaux de conscience du prospect. D'où le fait d'avoir une structure de campagne qui soit bien adaptée entre du top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Ce qu'on voit également aussi, c'est en termes d'erreurs, c'est pas suffisamment de tests. Pas suffisamment de tests et sur absolument tout ce que j'ai dit d'ailleurs précédemment, sur la créa. Pas suffisamment de tests créatifs, pas suffisamment de tests sur l'offre, pas suffisamment de tests sur le tunnel de vente. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs par exemple chez les clients qui sont chez les agences depuis un certain temps. Des fois, je pense que les gens sont du coup un peu trop dans le jus, ils ont du mal à prendre du recul par rapport à ça et ils testent pas suffisamment de choses.
C'est intéressant ce point que tu soulèves, du coup, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, en effet, chez tous les clients. Tu as souvent ce phénomène un peu de lassitude au bout d'un moment quand tu es chez une agence. Euh, Comment tu fais, comment tes équipes font pour éviter de tomber là-dedans? Tu vois, est-ce qu'il y a des routines, des process, des choses qui poussent justement à toujours faire de l'idéation Je sors un peu du scope, mais ça m'intéresse et potentiellement des gens qui nous Bon, écoutent. bah, du coup, je remets ma casquette un peu Ouais, ta CEO. casquette. Je remets ma casquette CEO. Totalement, totalement. Bah, nous, c'est quelque chose qu'on a flagué, en fait, dès le début de Rhodes. On a voulu essayer de se construire en opposition et comment on va pouvoir faire ça. Donc, chaque performance manager est autonome sur son portefeuille chez nous. Mais par contre, on essaie de mettre en place des routines plusieurs fois par semaine, de sorte à pouvoir échanger sur ces use cases. On a des war rooms qu'on met toutes les semaines, où en fait, dès qu'on a une difficulté sur un client, on peut mettre le sujet sur la table. En fait, tout le monde vient participer, donner son jus de cerveau par rapport à ça. On essaie de mettre en place des use cases. À partir du moment où il y a quelque chose qui est bien fonctionné sur un client, eh bien on essaie de le répertorier, de le mapper et d'essayer de le diffuser aux autres. Pour donner un petit peu d'idée par rapport à ça. On essaie de mettre en place plein de routines, notamment sur la créa. Toutes les semaines, chaque performance manager et chaque creative stratégiste doit mettre dans une base de données sa top créa de la semaine, pourquoi elle a fonctionné, etc. C'est-à-dire qu'au moment de faire de la veille, j'ai une base de données, je peux regarder en fait ce qui s'est passé sur les créas qui ont scale, pourquoi, ça pourrait être mis sur mon prochain client, hyper intéressant, etc. Donc voilà, donc c'est plein de petites routines comme ça pour essayer en fait de pas travailler solo sur son use case et essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça. Ok, intéressant, presque de systématiser un peu, de mécaniser la prise d'initiative, quoi. Et le partage insight. En fait, je trouve que la force d'une agence, c'est quand même, voilà, c'est que nous, on a accompagné 170 clients. L'idée, c'est de ne pas avoir un seul PM qui a toute la connaissance, mais c'est de diffuser cette connaissance au sein de l'entreprise. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Et dernière question avant de rentrer dans la suite de l'épisode. C'est quoi, ou quelles sont plutôt, pour parler en bon français, les grandes tendances 2025-2026 2025 est déjà bien entamé, mais dans les prochaines années plutôt. Bah, les grandes tendances, ça va être toujours plus d'automatisation. On voit que c'est déjà quand même très très bien parti. Avec le type de campagne qu'on peut avoir, on a de moins en moins la main sur le paramétrage. Je trouve que c'est très bien. Les campagnes Advantage Shopping Plus, nous quand on regarde un petit peu globalement sur les comptes sur Meta, les campagnes Advantage Shopping Plus fonctionnent très bien. Vraiment très très bien. Google a pris le pas avec Pmax, Snap l'a fait également, Pinterest aussi. Donc de plus en plus d'automatisation. Il y a un monde où... Tu vois automatisation aussi dans la créa? Voilà, je pense que c'est le deuxième point aussi, ça va être la créa. Mais il y a quand même, juste pour terminer sur ce point-là, il y a quand même un monde où dans quelques années, on a une plateforme où juste on plug de la créa et l'algo sera suffisamment malin pour faire ce que je t'ai dit tout à l'heure avec les différents funnels. Donc la proportion du temps passé sur le media buying sera encore plus faible, quoi. J'espère. 5-10%. C'est intéressant. J'espère. L'automatisation également l'automatisation / l'IA sur la créa. Je trouve que maintenant, ce qu'on arrive à faire, et notamment à la portée de tous, on a testé, notamment de faire des créas avec de l'IA. Ce qu'on a en capacité de créer et les résultats qu'on arrive à avoir en très peu de temps, c'est quand même assez hallucinant. Ok. T'arrives à outperformer des créas On arrive à avoir des bonnes performances. On est qu'au début, il nous faut un peu plus de temps pour pouvoir avoir du recul par rapport à ça. Mais ça reste quand même fou de sortir, notamment sur la partie statique, sur la partie vidéo, on a encore... je pense que les tournages qu'on met en place, notamment pour le client, ont encore des beaux jours devant eux avant que l'IA le rattrape par rapport à ça. Mais sur la partie statique, sur les concepts créatifs qui sont extrêmement simples, sur du post-it par exemple, on a des bons résultats. Objectivement des bons résultats. Très intéressant. Écoute, merci déjà pour cette belle introduction. Il y a plein de choses. Je pense qu'en fait, on aurait pu faire un épisode dédié sur ta vision du métier de Media Buyer, Performance Manager. Mais le thème de l'épisode, et c'est d'ailleurs le titre de l'épisode, je ne sais pas exactement comment il s'appelait encore, mais c'est globalement ce qu'on a bossé ensemble, c'est les 5 indicateurs à suivre pour piloter son acquisition. Je te propose de parler de ça. Et donc du coup, si ça te va, on les fait les uns après les autres. Donc on commence par le premier, puis le deuxième. Tout ce qu'il y a de plus logique. Et peut-être avant d'introduire les indicateurs, il y a une notion où c'est plutôt en préambule, c'est important peut-être de recontextualiser pour les gens qui nous écoutent, la notion de micro,
versus macro, c'est quelque chose qui est très présent nous, dans nos échanges avec nos clients, c'est quelque chose dans la manière de piloter nos campagnes et de mesurer la performance qui est extrêmement... c'est un socle en fait, un fondamental qui est important, sans lequel c'est difficile de comprendre la suite. Est-ce que tu veux peut-être nous toucher un mot là-dessus et nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Ouais, totalement. Nous, on fait la distinction, en fait, voilà, comme tu l'as dit, entre les métriques qui sont micro et macro. Les métriques macro vont te servir à prendre des décisions stratégiques sur ton business de manière générale. Donc là, on va mettre en place, on va en reparler par la suite, mais le CAC, le MER, voilà, ce genre de métriques qu'on va essayer de suivre. Sur les métriques plus micro, c'est les métriques qu'on va retrouver au sein de plateformes qui vont nous permettre de prendre des sujets, plutôt des décisions d'arbitrage. Si je prends par exemple l'exemple du CPA, on va sur tes campagnes méta, si on cherche à faire un test, comme j'ai dit tout à l'heure, sur tes campagnes Avantage Shopping Plus, on va mettre les mêmes assets dans ta campagne Avantage Shopping Plus et dans ta campagne avec des intérêts, et on va regarder à niveau de dépenses équivalent, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc pour plutôt prendre des décisions au sein même de la plateforme. Donc attention à ne pas confondre les deux, des objectifs macro avec des métriques micro, du style par exemple, je souhaite avoir un ROAS de 4 et je ne regarde que ça. Petit warning par rapport à ça. Donc toi, la reco globalement, c'est de ne pas prendre de décision business sur des indicateurs micro. Exactement. Et réciproquement. Exactement. Ok, intéressant. Eh bien écoute, let's go, si ça te va, pour les 5 indicateurs. On commence par le premier. On en a parlé tout au long de cette intro, le CAC. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le CAC? Le CAC, c'est le coût d'acquisition client. Ok. C'est en gros combien tu payes pour avoir un client supplémentaire. Comment tu le calcules? C'est l'ensemble de tes dépenses publicitaires qui est rapporté par ton nombre de nouveaux clients. Donc si tu vas sur Shopify, c'est extrêmement simple. On dirait que je fais de la pub pour Shopify, mais c'est tout simplement beaucoup plus facile de travailler avec eux. Tu vas sur Shopify, c'est extrêmement simple. Tu vas dans tes clients, tu filtres sur nouveaux clients et tu mets ça en rapport avec le montant de spend et ça te donne du coup ton coût d'acquisition client. Ok. Et donc du coup, ça, alors je fais une petite digression, mais ça vaut même pour une marque qui, par exemple, vient de se lancer en publicité. Donc typiquement, admettons, tu es un business qui pour l'instant veut générer du chiffre qu'en organique. Donc tu fais, je sais pas, 1 million ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sans faire de pub. Tu ouvres de la pub. Est-ce que tu calcules aussi ton coût d'acquisition dès le départ en mettant tes dépenses publicitaires par rapport à ton nouveau client ou pas? En sachant que la proportion de dépenses et l'impact sur ton chiffre est quand même minime. Effectivement. Si la majorité de ton trafic vient de l'organique, attention, c'est une métrique à prendre avec des pincettes, puisque voilà, nous on accompagne beaucoup de clients dont l'essentiel de l'acquisition se passe par la publicité, donc c'est beaucoup plus révélateur. Ok. Et après, tu peux aussi intégrer d'autres coûts dans ton calcul de coût par acquisition, typiquement de l'influence, si tu en fais, ce genre de choses. Totalement. Ça peut être vraiment toutes tes dépenses marketing divisées par Totalement. ton... Après, le vrai sujet, ça va être le tracking. Sur l'influence, c'est plus simple, puisqu'il y a un code promo, donc on peut tout de suite... Tu peux le splitter. Tu peux le splitter assez facilement. Dès à partir du moment où on pourra reparler par là-dessus, je pense que ça va être des sujets qui sont intéressants. Sur les pockets budgétaires que tu souhaites allouer entre tes différentes plateformes. Là, du coup, c'est peut-être un peu plus compliqué à traquer. C'est quoi la différence entre le CAC et le CPA? Du coup, alors le CPA, c'est ton coût par achat. CAC, c'est ton coût d'acquisition. Donc il faudrait qu'on pose en entretien d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Tu flagues de suite. C'est vrai. C'est vrai. Ton CPA, c'est une métrique que tu retrouves dans tes plateformes. Et donc, du coup, c'est combien tu payes. Je vais prendre l'exemple de Meta. Combien tu payes Meta pour te donner un achat. D'accord. En théorie, si tu allais uniquement sur tes campagnes d'acquisition et que tu arrivais à bien faire toutes tes exclusions, donc que tu cibles uniquement des personnes qui n'ont pas interagi avec la marque, ton coût d'acquisition et ton CPA, ça serait le même, en théorie. Dans les faits, c'est pas le cas. Dans les faits, c'est pas le cas, il y a des trous dans la raquette, on n'a pas, /iOS 14, on n'arrive pas à remonter toutes les datas dans le business manager, ça c'est le premier truc. Et il y a des petits soucis également d'attribution entre les différentes plateformes. Je sais pas si c'est le moment d'en parler ou pas. Non, mais c'est intéressant. Mais voilà, en gros, si imaginons que tu as un client qui est multiplateforme, ce qui est d'ailleurs 65% de notre portefeuille, j'ai sorti les stats hier. Très précis. Imaginons, je vais donner un exemple pour illustrer ça.
T'as quelqu'un qui se balade sur son feed Facebook, il voit une publicité, il clique pas dessus. Il voit une publicité, mais il clique pas dessus. Voilà. Dans l'après-midi, il va se balader sur Snapchat, il fait pareil, il clique dessus, mais il achète pas. Mhm. Le lendemain, il va sur Google, il clique sur une publicité sur Google et il achète. Si tu prends les fenêtres d'attribution classiques, bah, du coup, il y a 3 achats. Les 3 vont se l'attribuer. Et les 3 vont se l'attribuer. Mm. Ça, c'est problématique. Dans les faits, est-ce que s'il n'y avait pas eu ces 3 points de contact, est-ce que la personne aurait acheté? On ne sait pas. Je crois que c'est une table de Google qui dit qu'il faut 5 points de contact dans 5 plateformes publicitaires différentes en moyenne pour convertir. Donc chacun a son rôle à jouer là-dedans, mais en tout cas, de toute évidence, il n'y a pas eu 3 achats. Donc, d'où le fait de calculer ton CAC, ta exactement. vision back-end qui n'est pensée globalement, tu peux pas mentir, quoi. C'est le nombre de nouveaux clients. Donc tu pourrais dire c'est un peu imparfait parce que les dépenses, t'as pas une vision par plateforme, etc. On y viendra après, mais en tout cas, sur le budget investi versus son nouveau client, c'est une métrique qui ne ment pas. Exactement. Qu'est-ce que c'est un bon CAC? Qu'est-ce que c'est un bon CAC? Ça dépend encore. Ça dépend. Ça dépend déjà dans un premier temps de ta stratégie d'acquisition. Nous, on a des clients qui arrivent, qui sont backés par des fonds, qui veulent devenir très gros très vite. Okay. Donc là, ce que tu es prêt à dépenser en termes de coût d'acquisition versus une boîte bootstrap comme peut l'être Rhodes, même si Rhodes n'est pas un e-commerçant, eh bien, c'est déjà une approche qui est un petit peu différente. Donc déjà, bien savoir dans quel est l'objectif d'acquisition. La deuxième chose, c'est ta structure de coût. Si tu as une marge brute, souvent les clients qui ont des marges brutes qui sont à 80, 85, 87%. Ils font énormément de marge. On en a d'autres qui font très peu de marge et leur stratégie, en plus une stratégie de volume sur cette partie-là. Donc bien calculer sa structure de coût, bien avoir de la visibilité sur sa stratégie d'acquisition aussi. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, mais c'est quand même c'est déjà important de le savoir. Il y a une règle un petit peu fondamentale, c'est de se dire, c'est bien de la connaître, mais voilà, de la challenger au plus, comment dire, c'est d'avoir un split. En gros, on est prêt à avoir une structure économique, enfin une structure de coût qui est assez saine, c'est de nous dépenser 25% en acquisition. Ok. Voilà. Tu vas dépenser 25% en acquisition, 25% en OPEX, 25% en marge, et donc du coup, c'est à peu près, tu arrives à respecter un peu ton équilibre économique. Donc, une fois que tu as ça, ça permet un petit peu de... Enfin, tu vois, tu as la règle, et tu viens la challenger avec ce qu'on a dit précédemment. Je dirais peut-être la troisième variable, c'est ton repeat. On l'a rapidement évoqué dans l'introduction, mais c'est à quel point tu acceptes de dégrader ta marge aujourd'hui pour avoir de la rentabilité plus tard. Donc si tu vends du cosmétique, ok. Si tu vends des canapés, moi, ok. C'est intéressant parce que du coup ça fait le lien avec le deuxième indicateur. C'est une très bonne transition. Qui est la LTV sur CAC. Juste avant de rentrer dans la notion de LTV, donc lifetime value, si on peut faire un petit aparté sur le ROAS, là tu as touché du doigt quelque chose d'intéressant, c'est si tu prends la structure économique d'un structure de coût d'un e-commerce, tu fais 25, 25, 25, 25, la règle des 4 quarts. Mais du coup, ça s'applique sur le chiffre d'affaires global de la boîte. Et le chiffre d'affaires global de la boîte, il est composé de premiers achats, mais il est aussi composé de repeat. Et c'est là que c'est intéressant parce que si tu appliques cette règle, entre guillemets, bêtement, en disant il faut que j'ai 25% de ce que je génère sur ma première vente en coût d'acquisition, tu vas dire je veux un ROAS de 4, globalement, retour sur investissement publicitaire. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Pas forcément, parce que si en fait ton business model il repose pas sur le premier achat, mais plutôt sur le fait que les gens reviennent, tu tirerais potentiellement une balle dans le pied. C'est quoi ton avis là-dessus, toi, sur le ROAS? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes quand même? Est-ce que le panier moyen, premier achat, c'est quelque chose que tu vas... Ou pas plus que ça, hein, tu te focalises beaucoup plus dans une logique d'acquisition sur... Encore une fois, ça va dépendre du business. Si on vend des canapés et qu'il y a très peu de repeat, de toute évidence, l'AOV first purchase, donc le panier moyen du premier achat va être important. Et par extension, le ROAS aussi. Donc, c'est une vision très instantanée et court-termiste de le ROAS. Dans les faits, c'est de plus en plus compliqué d'être rentable au premier achat. Il y a une intensité concurrentielle qui est de plus en plus forte, les CPM augmentent, donc on encourage très très fortement nos clients à développer tout ce qu'il y a autour finalement de l'acquisition pour pouvoir aller chercher de la rentabilité sur le deuxième, le troisième, etc. Tu conseilles quand même de maximiser ta rentabilité sur le premier achat ou pas forcément?
En fait, bien évidemment. En gros, si on peut augmenter cet AOV First Purchase, c'est l'idéal. Après, imaginons que, tu vois, on est en train actuellement de tester ça sur un client, c'est d'offrir le premier achat et de regarder ce qui se passe sur le réachat en échange d'un abonnement. Donc, en gros, tu arrives sur la page de vente, tu prends un abonnement et on t'offre le premier achat, tu payes uniquement les frais de livraison. Ok. Donc l'idée, c'est d'aller transférer ce coût d'acquisition que tu donnerais à Facebook sur en coproduit, tu vois. Parce que du coup, les coûts d'acquisition sur ce type de conversion sont beaucoup moins chers. Exactement, ils sont extrêmement faibles d'ailleurs. Par rapport, on a testé la première stratégie avec une approche un peu directe, sauf que les gens, pour pouvoir s'abonner, ils ont besoin en fait d'être activés en ça. Donc on est en train de tester ça. Pour l'instant, les premiers indicateurs sont hyper intéressants. Ça fera peut-être l'objet d'un podcast pour le PM qui a réfléchi à cette stratégie. Mais voilà, donc tu vois que finalement, entre ce client-là et l'autre client qui vend des canapés, la stratégie et l'approche du ROAS est fondamentalement différente. Tu vois, le ROAS, dans le cadre de cette marque-là, qui vend son premier produit gratuitement, il est inexistant. Ce serait peut-être même presque contre-productif de le regarder. Totalement. Parce que tu te dirais, c'est pas rentable, j'arrête mes investissements, et donc en fait, tu te coupes un peu l'herbe sous le pied. Intéressant, donc en fait, ça fait écho à une notion qu'on y a touché, on en a parlé très rapidement, de LTV, Lifetime Value. Et du coup, un indicateur donc c'est le deuxième dont on parle, l'indicateur, c'est le Lifetime Value sur CAC, donc LTV sur CAC. Comment tu calcules la LTV? Sur quelle période? C'est quoi ta méthode de calcul? Parce que je sais qu'il y a plein de manières de le voir. C'est quoi, toi, dans l'équipe, votre manière de faire? Ouais, ta LTV, donc déjà, c'est ta lifetime value. La lifetime value s'adosse systématiquement à une durée. 90, 160, 1 an. Voilà. En gros, c'est la valeur. C'est combien te rapporte un client sur la durée considérée. Nous, on l'aime bien la regarder soit en euros, soit en pourcentage de l'AOV du first purchase. Donc, pour te donner un exemple très très simple, imaginons qu'il y a eu un premier achat à 50 euros. On a un excellent rebit. La personne revient tous les mois. Au bout de 3 mois, elle a 150 euros de LTV à 90 jours. Ok. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Et 90 jours, c'est standard ou ça dépend vraiment des cycles d'achat? 90 jours, ouais, voilà, ça va dépendre encore une fois des cycles d'achat et de clients. Si on a du repeat, typiquement si on regarde sur de la cosmétique, ce qu'on a également beaucoup en portefeuille, on regarde déjà ce premier indicateur pour savoir si on est à peu près dans les standards de ce qui se fait en termes de repeat. Et pour les business qui n'ont pas de repeat, tu regardes quand même du coup, il y en a par défaut, il n'y en a pas en fait. S'il n'y a pas de repeat, il n'y a pas de repeat. Ouais. Après, il faut se poser la question pourquoi il n'y a pas de repeat. Est-ce qu'il n'y a pas de repeat parce que la stratégie CRM n'est pas adaptée? Est-ce qu'il n'y a pas de repeat parce que c'est structurel? Ou alors, est-ce que tu vends uniquement des canapés avec tes monoproduits? Tu peux scaler une marque à ton sens qui n'a pas de repeat ou c'est un fondamental? C'est compliqué et ça va être de plus en plus compliqué. Donc voilà, si on prend l'exemple un petit peu des dropshippers, tu vois, les dropshippers, alors, il y en a de différentes catégories et différents styles, mais ils auraient quand même réussi à émerger au début, puisqu'il y avait un peu un trou dans la raquette de vendre des produits qui n'étaient pas forcément de bonne qualité et les gens ne rachetaient pas derrière. Ça fonctionne uniquement si l'espace publicitaire est suffisamment faible pour avoir des CPM qui sont très bas. À partir du moment où les CPM augmentent, c'est compliqué. Et donc, ok, donc on reprend lifetime value sur CAC. Donc en gros, comment tu fais? Tu prends par exemple, tu donnes un exemple à 50 euros de panier moyen de premier achat, une marque qui a un repeat, disons, de 100%, même si ça n'arrive jamais, mais théoriquement sur les 3 prochains mois. Donc ça fait 50, donc 100, 150, 200, disons, si on prend 90 jours, ou 150 selon où est-ce que tu mets ta fenêtre. Et c'est ça que tu prends du coup comme base pour calculer ton coût d'acquisition, c'est ça? C'est comme ça que tu vas calculer ton LTV sur CAC. Donc si tu as 50 euros de CAC et que tu as une LTV 90 jours à 150,
Bon, bah, du coup, LTV sur CAC, ça me fait 3. D'accord. Donc, en fait, c'est une espèce de ROAS projeté, tu vois, ça. Ok. Et c'est sur là où il y a du repeat, c'est une donnée qui est beaucoup plus intéressante sur cette partie-là. Comment tu la calcules, la LTV, pas dans la méthode de calcul, mais concrètement dans les outils? Shopify, tu as des outils que tu recommandes? Ouais, sur Shopify, tu peux avoir t'as l'espèce d'analyse de cohorte Ouais. qui te donne une partie de la LTV. Nous, quand on peut, on utilise beaucoup Lifetime, puisque ça va te donner finalement beaucoup plus de granularité dans ta LTV. Beaucoup plus de données par rapport à ça. Ça va te donner quel genre de produit les clients réachètent, quand, en moyenne, sur ton first purchase, second purchase. Je conseille d'ailleurs Lifetime pour tous les e-commerçants qui sont sur Shopify. Je ne suis pas sponsorisé, je vous le jure. Si ils veulent sponsoriser le podcast, qui nous écoute, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Et ok, et pour une marque qui n'a pas Lifetime, du coup, qui veut pas se lancer dans des calculs trop complexes, tu lui conseilles quoi? De regarder panier moyen premier achat et de mettre en face le repeat sur 90 jours, par exemple? Ouais, tu regardes ton taux de repeat, juste déjà, sans forcément parler de LTV, mais combien de... Genre, ça c'est vraiment une donnée que n'importe quel e-commerçant devrait savoir, c'est les clients achètent chez moi à quelle fréquence. Et voilà, juste ça déjà. Ton taux de repeat sur une période donnée, genre 3 mois, 6 mois, 1 an. Et qu'est-ce que tu dis parce que tu vois, la notion de lifetime value, c'est un truc qui existe depuis un moment. Parfois, tu as des marques qui disent oui, mais vous êtes gentil avec la lifetime value, mais moi, si je projette ça sur lifetime value sur 24 mois, bon, bah, le temps que je rembourse mon premier achat, j'aurai le temps de couler ma boîte, tu vois. Et du coup, le reproche qu'on peut faire aux marques, et aux agences plutôt là-dessus, c'est est-ce que c'est pas juste un moyen pour vous d'augmenter, enfin pour vous, je m'inclus dedans, mais d'augmenter le coût d'acquisition et du coup de finalement dépenser plus parce qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs de coût d'acquisition initiaux, tu vois. Ça dépend de tes objectifs, s'ils sont court terme ou long terme. En fait, typiquement, ce qu'on observe quand une marque a scale, factuellement, pour aller récupérer l'acquisition des clients qui sont plus hauts dans ton funnel de niveau de conscience, j'en ai pas conscience qu'ils ont un problème, ça a coûté un peu plus cher de les convertir. Donc, si en fait tu as écrémé tout le bas de funnel en bas, où tu es rentable sur ces clients-là, il va falloir taper un peu plus haut. Mais du coup, si tu es rentable à partir de ton deuxième achat et que ta structure économique te le permet, bien évidemment, si faut quand même avoir suffisamment de fonds pour pouvoir assurer, eh bien, c'est comme ça qu'on scale. Ok. Donc, premier indicateur CAC, deuxième indicateur LTV sur CAC, intéressant. Troisième indicateur, le MER, que vous regardez beaucoup. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de MER? Qu'est-ce que c'est déjà le MER? Alors, le MER, c'est le Marketing Efficiency Ratio. Donc, c'est le rapport entre ton chiffre d'affaires et des dépenses publicitaires. Okay. En gros, ça te donne une vision instantanée, statique, de l'efficacité de tes performances de publicité, mais globale. Il y a une différence avec le ROAS blended ou pas? Non. C'est la même chose. C'est pareil. Ok, parce que souvent il y a une confusion. Il y a plusieurs noms pour ça. Et le COS? Le COS, ça va être 1 sur ton MER. En gros, c'est... si tu as un MER de 5, par exemple, c'est-à-dire pour chaque euro investi en publicité, ça te donne 5 euros de chiffre d'affaires. Okay. Ton COS, ça va être 0,2, tu vois. Donc 20%. C'est ça. Ok. Donc MER de 5, si tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu dépenses 200 000 euros en pub. C'est ça. Et dans l'autre sens, c'est 200 000 euros sur un million, il y a le 20%. Exactement. Moi, je trouve ça plus simple et plus parlant de parler du MER que de COS. J'étais aussi actuaire, par le passé. On va pouvoir te répéter. Ok, et comment tu le calcules? Pareil que la même question tout à l'heure que la LTV, d'un point de vue purement pragmatique, là tu vas sortir de la data directement dans le back-end dans le CMS. C'est quoi un peu le... Ouais, nous on utilise Data Studio qui permet d'aller récupérer toute la donnée un peu sur les plateformes, surtout quand tu as 3 ou 4 plateformes à suivre en même temps, et également la donnée qu'on a sur Shopify, et ça nous fait les calculs, ça nous les sort directement. Ok, donc tu plugs Shopify et somme des budgets publicitaires. Exactement. Okay. Et ça te sert à quoi le MER? Le MER, ça te donne une vision en fait justement statique de la performance de tes publicités. Ça ne te donne pas de vision dynamique. C'est-à-dire la vision dynamique, on en a parlé un petit peu sur ton CAC par exemple, ça ne donne pas la différence finalement entre tes revenus générés par tes anciens clients et tes revenus générés par tes nouveaux clients. Tu peux avoir un MER de 5 qui veut dire vraiment deux choses fondamentalement différentes. Donc, donc si on reprend tout à l'heure un peu l'équation là, des 4 quarts, 25, 25, 25, 25,
Donc en théorie, on pourrait se dire très basiquement, si j'ai un MR qui est supérieur à 4, ça veut dire que je dépense moins de 25% de mes budgets marketing, moins de 25% de mon salaire en budget marketing, donc mon e-commerce se porte bien. Mais du coup, ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément vrai, ça peut masquer d'autres choses. C'est carrément. Bah, si tu as 80% de ces revenus qui sont générés par des anciens clients, c'est pas pareil que si tu as 80% des revenus qui sont générés par des nouveaux clients. Donc, à coupler avec le CAC. Avec ton CAC et par extension, du coup, tes revenus générés par anciens et nouveaux clients. C'est quoi un bon MR? C'est décidément ces questions. Du coup, un bon MR, encore une fois, ça dépend. Ou c'est quoi plutôt, sur base de ce que vous avez en portefeuille, c'est quoi, comment tu catégoriserais les différents types de MR? Est-ce qu'un MR de 2, il y en a et c'est plutôt des marques qui sont super agressives dans une phase de croissance? Est-ce qu'un MR de 8, ça existe? Est-ce qu'il y a une moyenne autour de 3, 4? J'en sais rien, tu vois. Est-ce que... Ouais. Bah, ça va dépendre effectivement à quel point tu es gourmand sur ta croissance. Ouais. Si tu es gourmand sur ta croissance, tu es prêt à dégrader ton MER à court terme pour ensuite l'améliorer sur le long terme, puisque tu sais que tu auras des clients et tu vas pouvoir les réactiver par la suite. Et tu peux descendre jusqu'à combien à peu près sur ça? Toi, ce que tu as vu dans les clients Bah, factuellement, si je reprends, ça peut descendre extrêmement bas. Si tu offres ton first purchase, au début, ton MER, dans le cadre... Ouais, c'est même pas un point, quoi. C'est même pas un point. Ouais. Et on a d'autres, on a des MER de 12. Et en fait, le MER break-even, en gros, on peut pas descendre en dessous de ça, puisqu'en fait, les paniers moyens sont extrêmement élevés. Donc ça va dépendre, de ta stratégie d'acquisition, et de ton panier moyen. Ok. Et donc, pour calculer facilement ton MER break-even, ce serait quoi? Là, je te pose une question un peu challenging. Bah, il faudrait regarder un petit peu déjà ta structure de coût. Ouais. En gros, si tu as 80% de marge brute, nous, on a des clients qui ont 80% de marge brute. Donc, si tu as 80% de marge brute, tu es plus en capacité d'avoir un MER qui va être bas. Ok. Que si tu as, du coup... Oui, parce que du coup, tu as 80% de marge brute. Donc, ça veut dire que tu as 20% en gros de coûts de COGS. Donc, si tu as peut-être 25% de, n'importe quoi, 20% de charges fixes, ça fait 40%. Tu as peut-être, disons, 10% tu vises 10% de profit, donc ça veut dire qu'il te reste 50% de ton CA que tu peux mettre en pub. Potentiellement, ouais. Donc là, tu serais un MER de 2, en gros. Exactement. Ok, intéressant. Exactement. Mais tu vois, le MER, par contre, encore une fois, chaque indicateur, en fait, il faut les prendre avec des pincettes et bien les corréler avec ça. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le sujet de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas un indicateur qui est roi. Il faut systématiquement les corréler avec les uns avec les autres, tu vois. Si on fait l'exercice sur un MER, par exemple, un MER, ça ne te donne pas... C'est pas un indicateur de ta profitabilité non plus. Tu peux avoir un MER qui soit plus faible et avoir plus de profit. Tu vois, typiquement, si on prend enfin un exemple théorique, tu as un MER de 5. Okay, donc tu dépenses 1000 € en publicité et tu as 5000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Tu as 80% de marge brute. Donc sur ces 5000 € de chiffre d'affaires, tu as 4000 €. Ouais. Tu viens soustraire tes 1000 € de publicité, ça te fait 3000 € de profit. Avant OPEX et... Avant OPEX. Partons, on va prendre un business dropshipping pour simplifier. Il n'y a pas d'OPEX. Okay. Genre, en gros, il y a un produit qui part de l'entrepôt pour venir. Tu es dans une phase de scale. Ouais. Okay, tu dérates ton MER, il passe à 4. Donc il n'est plus à 5, il passe à 4. Okay, donc du coup, tu augmentes ton niveau de dépenses publicitaires, parce qu'on est en phase de scale, tu dépenses 2500 €. Du coup, tu n'es plus à 5000 € de chiffre d'affaires, tu as 10 000 € de chiffre d'affaires. Toujours à 80% de marge brute. Du coup, ça te fait 8000 € de marge brute que tu enlèves tes coûts publicitaires, on a dit 2500 €, ça te fait 5500 € de profit. Ouais. Donc du coup, tu vois, tu as un MER dans la situation 2, tu as un MER qui est plus bas, avec plus de profit. Mais en valeur absolue, tu as plus de Exactement. Okay. Donc c'est aussi beaucoup d'éducation qu'il faut faire auprès de nos clients sur le fait que des fois, on peut être en capacité de dégrader son MER à court terme pour augmenter son profit. Ouais. Donc in fine, ce qui fait foi, c'est quand même ton PNL, quoi. Exactement. Ouais. Alors, question qui peut arriver, c'est des cas de figure qui arrivent souvent. Donc, si ton MER est bon, tu es dans tes métriques, tout va bien, il n'y a pas de sujet. Mais imagine que ton MER baisse. Tu dépenses sur Google, sur Meta, sur TikTok. Bah, comment tu sais où est-ce qu'il faut optimiser? Comment tu sais ce qui fonctionne ou pas? Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les stats des plateformes sont biaisées, sont impartiales à cause des sujets de tracking, sont biaisées parce qu'il y a de la duplication, de l'attribution, etc. Comment tu fais pour savoir où est-ce que ça va pas, où est-ce que ça va, sur quoi tu dois appuyer, sur quoi tu dois optimiser?
Alors là, on touche à des sujets d'attribution. Ouais. C'est toujours des sujets qui sont un petit peu délicats. Nous, la meilleure manière qu'on a trouvé de l'adresser jusque-là, tu as plusieurs manières. Tu as des outils d'attribution externes, du type Triplewell, par exemple, qui a ses propres modèles d'attribution, qui dit, OK, selon mes modèles d'attribution, c'est X% à Google, X% à Meta, etc. Mais ça reste arbitraire, entre guillemets. Ça reste une black box. C'est des modèles mathématiques derrière, on n'a pas forcément. Donc c'est la première option. La deuxième option, c'est le questionnaire post-achat. Ok. L'idée, c'est d'aller, après l'achat, de poser un petit questionnaire à nos clients en leur demandant où est-ce que vous nous avez connus pour la première fois. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur Meta? Est-ce que c'est sur Google? Ce qui est intéressant avec cette méthode-là, c'est qu'on va pouvoir derrière calculer un CPA déclaré, avec tous les biais que, il faudra prendre également avec des pincettes, comme n'importe quelle des métriques qu'on a abordées jusque-là, mais qu'on va pouvoir comparer avec nos métriques qu'on retrouve dans les plateformes. Et ça va nous donner en tout cas un premier indicateur de savoir si est-ce qu'on met le poids du corps au bon endroit. Est-ce que c'est plus sur Meta? Est-ce que c'est plus sur Google? Tu as fait une excellente transition avec le quatrième indicateur qui est le CPA déclaratif, ou CAC déclaratif, tout dépend de comment tu le positionnes. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Donc, c'est questionnaire post-purchase survey. Donc déjà, comment tu mets en place un questionnaire post-purchase survey? Si tu es sur Shopify, c'est vraiment simple. Tu as des applications ou même sur d'autres CMS, Faring, NoCommerce. C'est vraiment une app, ça vaut pas grand-chose. Okay. Donc en vrai, c'est un standard que n'importe quelle marque e-commerce va mettre en place. Tu poses une question? Tu peux poser plusieurs questions. La première question, c'est sur quelle plateforme vous les avez rencontrés pour la première fois. Okay. L'objectif des plateformes SMA et SEA, c'est de faire de l'acquisition. On a envie de savoir c'est quoi le premier point de contact. Et ensuite, derrière, tu vas détailler, est-ce que c'est du Facebook, est-ce que c'est Meta, est-ce que c'est Snap. Et du coup, une fois que tu as cette donnée-là, déjà, les taux de réponse sont bons ou pas? Ça dépend. Objectivement, ça dépend de certains clients. C'est effectivement un des indicateurs qu'il faut bien vérifier. C'est quoi en proportion, un bon taux de réponse? Nous, on peut avoir des 80-90%. Quand même. Ouais. Parce que c'est des gens qui ont déjà acheté, donc en fait, ils n'ont pas de désintérêt à le faire. Okay. Exactement. Et donc, l'idée, c'est pas aussi de mettre beaucoup trop de questions, sinon les gens vont pas jusqu'au bout. Ok. Et donc, une fois que tu as cette donnée, donc, ce qui t'intéresse, c'est où est-ce qu'ils t'ont connu la première fois, parce que ça fait écho à l'acquisition, j'imagine, c'est ça, c'est découverte, premier touchpoint. Qu'est-ce que tu en fais du coup de cette donnée? Tu disais que tu calcules un CAC, CPA, CAC déclaratif, comment tu fais Alors, déjà, ce qui est intéressant sur cette donnée-là, j'ai regardé avant qu'on arrive, c'est que dans la quasi-totalité des questionnaires post-achat, Google est surestimé. Okay. Quand on compare le CPA déclaré entre les plateformes et le CPA déclaré sur les applications de questionnaire post-achat, Google est systématiquement surévalué. On a cette intuition. Et toi, juste pardon, pour qu'on comprenne bien, comment tu calcules le CPA déclaratif? Vas-y. Du coup, ton CPA déclaratif, ça va être en gros ton montant de dépenses sur tes plateformes, okay, et rapporté au nombre de personnes qui ont dit vous m'avez connu la première fois sur Meta. Donc, imaginons que tu as dépensé 1000 € sur Meta, tu as 10 personnes qui ont déclaré ok, je vous ai connu sur Meta, bon, ça te fait un CPA déclaré à 100 €. D'accord. Et ça, du coup, tu viens le mettre en parallèle des données que tu retrouves sur Meta. Ok. Et donc, ce que tu disais, pardon, je t'ai coupé, c'est que Google est surévalué. Google est, dans quasiment 100% du temps, est surévalué. Dans les plateformes. Dans les plateformes. Donc, si tu as 300 € sur les plateformes, tu auras tendance à trouver plutôt du 500 € sur les questionnaires post-achat. Intéressant. Donc là, on rentre vraiment dans un sujet un peu niche qui est de la distinction entre acquisition et performance. Parce que du coup, tu peux avoir une campagne extrêmement performante, mais qui ne te drive pas de nouveaux clients. Et l'inverse, une campagne qui te drive des nouveaux clients et qui a des moins bons ROAS ou des moins bons résultats affichés par les plateformes. T'as un exemple de compte sur lesquels ça t'a servi justement à prendre parce que du coup j'imagine ce CAC déclaratif derrière c'est pour venir challenger tous les autres indicateurs que t'as, mais surtout les visions de plateforme, puisque si on reprend le problème initial, c'est ton MER est en train de se dégrader. Comment tu sais où est-ce que ça marche, où est-ce que ça marche pas? Ton CAC déclaratif te permet, ou CPA déclaratif permet d'avoir une première clé de lecture. Qu'est-ce que t'en fais après? Et c'était un cas, un use case sur lequel vous avez pu bosser, c'est intéressant. Ouais. Du coup, déjà, de manière théorique, ce que tu vas chercher à faire, encore une fois, vu que c'est déclaré,
il y a des biais. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant le chiffre qu'on voit de manière absolue. Voilà, les gens ne font pas du tout la distinction entre du Google Ads et du Google organique, par exemple. Donc, on ne peut pas faire cette distinction-là, on met Google. Donc, ça, c'est déjà une donnée qui Donc Google est même surévalué dans le voilà, post-achat. voilà, donc il est encore plus surévalué. Parce qu'il y a du SEO qui va s'être Exactement. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser de manière relative. Imaginons qu'on a des données qui nous poussent à penser que on a mis trop de budget sur Google, on a changé notre mix média, mettant plus d'argent sur Meta, et de regarder un petit peu ce qui se passe au global sur ton MER, sur ton CAC, sur ces autres indicateurs comme ça. Du coup, voilà, on met une hypothèse, on change ton mix média, et on regarde sur une période quand même suffisamment significative si ça a bien fonctionné ou pas. Sur l'exemple, pour te donner un exemple, sur l'exemple du client que je t'ai évoqué en introduction qui vend des serres, c'était un petit peu ça. Il y avait du 50-60% qui était à peu près sur Meta. On a fait tourner du coup ce questionnaire post-survey. On s'est rendu compte que le CPA déclaré sur Meta est extrêmement bas par rapport à ce qu'on va y retrouver sur les plateformes. Ça peut également se comprendre dans le cas de ce client-là, parce qu'en fait, c'est pas un achat d'impulsion, une serre. Je sais pas, une serre voilà, pour Noël. Donc ça peut totalement se comprendre. Donc on a changé le mix média, on est passé sur du 70-30, ça a augmenté le chiffre d'affaires, on est passé jusqu'à 80-20, et là c'est à peu près l'équilibre qui nous correspond bien, et on a fait presque plus 70% sur quelques mois, entre autres, pour cette, sur cette allocation. Et sur quel ordre de grandeur en termes de volume, le chiffre d'affaires mensuel, ça représente quoi à peu près? Ça représente à peu près, je sais pas, quelque chose comme 200-300 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, par mois. Ouais. Ok. Et du coup, et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce CPA déclaratif, tu as pu challenger ce qui était dans les plateformes, parce que dans les plateformes, c'était l'inverse, c'est ça? Exactement. Les plateformes te disaient que Google performe mieux que Meta? Exactement. Ok. Très intéressant. Donc, ouais, en fait, il y a quand même un panel de différents indicateurs que vous venez. Tu n'as pas juste un indicateur que tu regardes, c'est une somme de plusieurs indicateurs et tu viens te recomposer une sorte de vision plus ou moins proche de la réalité grâce à tout ça, quoi. C'est ça. Ok. Je propose de passer sur le dernier indicateur, 5e et dernier indicateur, qui est un peu plus micro pour le coup. Là, on revient dans. Donc là, avant, on était sur plutôt du macro, hein, CAC, LTV sur CAC. MER, CPA déclaratif, donc tout ça c'est quand même très, très macro. Si on rentre un peu plus dans le micro et notamment sur l'indicateur sur Meta, c'est le CPC sortant. CPC sortant qui catalyse d'autres indicateurs, notamment le CPM, donc le coût pour 1000 impressions, et le CTR, donc le top click, parce que c'est ça qui va faire varier globalement ton CPC sortant. En quoi c'est un indicateur intéressant ça? Alors déjà, ça catalyse déjà 2 indicateurs. Ouais. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile de l'analyser. Si on va regarder, si on commence à segmenter, c'est déjà un peu plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est de savoir en gros combien je suis prêt à payer Meta pour avoir... Alors, il peut y avoir de la perte, bien évidemment, entre Meta et ton site internet, mais sur ça. Donc si je paye 30 centimes mon clic, ce qui est un bon indicateur, eh bien, voilà. Tu peux avoir à peu près genre 40-50 centimes une visite, quoi. Voilà, exactement. Et derrière, alors non, si on revient juste sur les... Donc ça catalyse CPM, CTR, on est d'accord? CPM, coût par 1000 impressions, t'as de l'influence dessus ou pas? Ton CPM, alors, c'est le prix que Facebook est prêt à t'offrir sur son espace publicitaire. Tu as de l'influence indirecte. Ok. Il y a des choses qui sont indépendantes de ta volonté. L'intensité concurrentielle. La niche de la cosmétique, c'est très compliqué. Alors, voilà. Il y a beaucoup de concurrence, donc plus il y a d'intensité concurrentielle, plus l'espace publicitaire est réduit, plus il va te faire payer cher. L'offre et la demande. Exactement. La taille de tes audiences aussi. Donc en gros, si plus tu as les audiences qui sont restreintes, plus ton CPM va être cher. Encore une fois, l'offre et la demande, l'espace publicitaire, plus il se réduit, plus ça va te coûter un peu cher. Là où tu as un réel impact, ça va être sur 2 choses. Ça va être sur ta créa. Plus tu as les créas qui sont Facebook friendly, plus Meta aura tendance à te donner des CPM qui vont être plus bas. Donc l'idée d'avoir en fait, Meta, il a tout intérêt à optimiser son expérience pour l'utilisateur. Voilà, s'il passe un bon moment sur la plateforme, il va être sympa avec toi. Et le deuxième, ça va être aussi sur ta landing page.
Si imaginons que tu as des taux de rebond qui sont extrêmement forts, si les gens arrivent sur ton site internet et qu'ils s'en vont directement après, Meta va penser que suite au clic de ta publicité, en fait, les gens, c'était complètement une publicité mensongère. Et du coup, expérience de merde. Expérience mauvaise, je te sanctionne. Ok, intéressant. Et le deuxième, le CTR, du coup, principalement la créa, on est d'accord. Exactement. Et j'ai hâte de te poser encore la question, qu'est-ce qu'un bon CPC sortant, mais tu vas me dire ça dépend, donc C'est dire qu'il faut aller voir. je te l'épargne. Mais par contre, c'est intéressant de savoir, parce que du coup, on a notamment sur le CTR, pardon, si on revient au CPC sortant, donc c'est le coût que tu payes Meta pour un clic en direction de ton site. Après, tu as de la déperdition, donc le drop entre le clic et la vente de PGO. Et donc, in fine, tu as un coût par visite. L'hypothèse, j'imagine, et tu me corrigeras si je me trompe, c'est que derrière, à taux de conversion constant, ça te donne déjà un indicateur sur combien tu veux payer ton coût d'acquisition. Et donc, du coup, si tu sais ça, tu te dis, je vais jouer sur ces indicateurs-là. Si je vais augmenter mon taux de clic, potentiellement, je vais faire baisser mon coût par clic sortant, et mon CPM, pareil, si je fais des meilleurs créas. Est-ce que le CTR, il faut qu'il soit le plus élevé possible? Est-ce qu'une créa qui a un gros CTR, c'est forcément une créa qui perf? Non. On a des CTR, on a sur certaines créas, on a des CTR qui sont extrêmement élevés. On considère qu'un bon CTR, déjà, c'est au-dessus d'1%. Ça, c'est un peu la règle générique. On peut avoir des CTR qui sont à 3% et qui convertissent absolument pas. Ok. Ça, c'est la première chose. Et par contre, c'est un indicateur d'intérêt de ta publicité. En gros, c'est ce que les gens sont intéressés d'en savoir un petit peu plus suite à le visionnage de cette publicité. Nous, ce qu'on remarque sur les comptes qui scalent, d'ailleurs, c'est la tendance inverse. C'est que les CTR, à mesure que ta publicité scale, le CTR a tendance à baisser. Et bien en dessous des 1%. Ok. Nous, on a des publicités qui ont dépensé 50 000 € et qui ont 0,5 de CTR et qui continuent à performer. Donc, Et alors, du coup, comment tu vois qu'elle performe? Tu vas regarder d'autres indicateurs après dans le funnel? Voilà, tu regardes ton CPA. Ok. Et CPA, tu as des étapes intermédiaires avant, typiquement coût par ajout payé, ce genre de choses? Ouais, voilà. En gros, comment on configure nos colonnes, c'est en gros sous forme de funnel. Tu vois, donc tu vas regarder au début ton CPM, ton taux de clic, ton CPA, ton nombre d'achats. Tu peux regarder également ton coût par add to cart. Tout ce qui sort en dehors de la plateforme est à prendre avec des pincettes, puisque voilà, ton CTA, il n'y a pas de débat. Voilà, ça reste une plateforme, c'est dans Meta, ton CPN c'est pareil, ton coût par add to cart, c'est quand même intéressant de le regarder et d'aller derrière le challenger par ton nombre d'add to cart, ton taux d'add to cart que tu vas trouver sur ton Shopify, pour regarder s'il y a quelque chose à optimiser sur cette partie du funnel par exemple. Ok. C'est intéressant parce qu'on avait fait une analyse il y a quelques temps avec Nielsen sur un de nos clients qu'on accompagne depuis un moment. Et en fait, on avait, tu vois, on dit toujours, c'était ce que tu disais, hein, plus un compte scale, plus les CTR baissent. Et on avait, et on a toujours un peu en tête ce truc de il faut que mon CTR soit le plus élevé, tu vois, possible. Donc, si j'ai un CTR qui est au-dessus de 1%, ma créa, elle performe de ouf. Et en fait, on s'était rendu compte que sur des campagnes top funnel, t'avais des CTR qui étaient plus bas, parce que forcément tu touchais des audiences plus larges, mais du coup avec des créas qui étaient beaucoup mieux, donc les CPM étaient plus bas aussi. Et à l'inverse, sur des créas un peu plus perf-oriented, t'avais des CPM qui étaient plus élevés, des CTR qui étaient plus élevés. Mais en fait, je vais donner des chiffres théoriques pour mieux illustrer, mais en gros, c'était mieux d'avoir une campagne avec un CPM à 2 € et un CTR à 0,3% qu'une campagne avec un CPM à 10 € et un CTR à 1%. Parce que, en fait, l'un dans l'autre, le CPM il est 5 fois inférieur et l'un dans l'autre, le CTR il est 3 fois supérieur. Tu vois. Et donc, in fine, si tu pars du postulat que ton taux de conversion est égal, dans les deux campagnes, ta campagne qui a un CTR plus bas, elle marche mieux. Tu vois. Donc, je pense que c'est intéressant de ne pas s'arrêter, même si le coût par clic sortant il catalyse un effet, d'avoir ce que tu dis, de coupler ça avec d'autres indicateurs qui vont. Et de regarder ça avec un peu une prise de recul, quoi. Ok, écoute, super intéressant. On a fait le tour des 5 indicateurs. Donc pour les rappeler, le CAC, la LTV sur CAC, indicateur macro aussi, le MER ou le COS ou le ROAS blended, selon comment on calcule, CPA déclaratif, notamment les post purchase survey, le CPC sortant, et donc tous les indicateurs qui en découlent, in fine le funnel. J'ai quelques petites questions complémentaires avant de clôturer
cet épisode, notamment sur le scaling. On parlait tout à l'heure en préambule de ce qui fait les fondamentaux. Enfin, la question c'était qu'est-ce qui fait qu'une marque scale? Et toi tu disais c'est beaucoup les fondamentaux, donc l'offre, le produit, etc. En admettant que tout ça soit bien, que le truc cartonne, tu vois, on reprend l'exemple de Smartlist, tu vois. Comment tu fais pour passer des paliers? Parce que tu as beaucoup de marques qui arrivent à dépenser 20, 30, 40, 50 000 par mois. T'en as peu qui arrivent à passer 100, 150, 200. Et en fait, il y a un moment où c'est pas juste produire plus de créa, c'est pas juste augmenter les budgets, c'est pas juste, tu vois, multiplier les offres qui vont faire que ça marche. C'est qu'est-ce que toi t'observes dans les comptes sur lesquels que tu arrives à passer à 100, enfin, que vous arrivez à passer à 100, à 150, à 200 000 euros par mois, tu vois, qu'est-ce qui... Sur les comptes qui ont scale chez nous, il y a plusieurs facteurs qui reviennent. Le premier, je dirais, c'est la diversification des produits. À partir du moment où tu augmentes la taille de ton catalogue, tu es plus en capacité de pousser plus de produits. Voilà, je connais pas le spend d'une boîte comme La Redoute, mais j'imagine qu'il va être assez élevé. Je pensais à Temu qui martèle sur chaque produit différent. Exactement. Donc voilà, donc le fait d'être monoproduit, en plus que du fait que la répétition soit assez compliquée, ça va limiter la taille que tu peux avoir sur le marché. La deuxième chose, c'est d'adresser, des fois ça nous est arrivé plusieurs fois, d'adresser pour un même produit un message créatif un petit peu différent. Donc adresser un message un petit peu différent. Je vais prendre un exemple fictif, ça va être pour de la culotte menstruelle par exemple. Sur de la culotte menstruelle, tu vas pouvoir adresser un message créatif auprès d'une femme qui est menstruée, mais tu vas pouvoir adresser, le produit répond à cette même problématique sur une femme qui est incontinente, par exemple. Donc du coup, le produit est le même, il répond aux mêmes besoins, mais par contre, le message créatif va être un petit peu différent. Parce que l'avatar, du coup, l'avatar est fondamentalement différent. Donc voilà, donc diversifier en fait ces messages créatifs sur des avatars différents, il faut augmenter la taille des produits qu'on souhaite pousser. Sur toute la partie créative, ça va être de pousser sur les concepts qui vont être extrêmement tofu. Tofu, top funnel. Top of the funnel, ok. Exactement. Donc, on l'a rapidement évoqué, je crois, en début d'interview, mais l'idée, c'est d'aller convertir, au début, du moins, tous les gens qui sont au milieu et bottom of the funnel. Ceux qui ont conscience, ils ont un problème, qu'une solution existe, et voilà, on leur pousse des messages créatifs. Si je te donne un exemple assez simple, un bullet point, tu vois, avec des bénéfices, etc., les gens vont se reconnaître dans ce genre de concept créatif et du coup vont convertir plus facilement. Mais donc du coup, à partir du moment où on a épuisé tout ce bassin d'audience, va falloir aller taper dans des concepts qui vont être beaucoup plus top of the funnel pour faire rentrer progressivement ces gens-là dans notre funnel pour convertir par la suite. Et donc ça se manifeste par de la créa, c'est quoi un peu les... Tu vois, top of the funnel, ça veut dire quoi? C'est des formats différents, c'est des manières de présenter le produit qui sont un peu plus indirectes, c'est quoi le... Ouais, ça va être des concepts créatifs qui sont différents, typiquement du storytelling du fondateur, c'est très top of the funnel. Une offre, c'est très bottom of the funnel. Okay. Donc là, tu as tout un panel de messages créatifs, de concepts créatifs qui vont être un petit peu différents. Et ce qui va être aussi important, notamment pour ce top of the funnel, c'est d'avoir des landing pages qui y sont associés. Puisqu'il y a toute une partie d'éducation qui est à faire, puisque ces gens-là n'ont pas conscience, tu vois, qu'ils ont un problème, ils ont besoin d'être un petit peu éduqués sur le truc. T'as un exemple? Donc, typiquement, imaginons que tu as un produit dans la cosmétique avec un principe actif dont les gens n'ont pas forcément conscience, et du coup, ça va être intéressant, par exemple, de faire des listicles. Tu vas faire des listicles avec les effets de nanana sur la peau. Maintenant qu'on est dans le cadre de l'anti-vieillissement, les effets de X sur la peau, tu renvoies vers une landing page, un petit peu un listicle. Ce qui vient avec les listicles, c'est que c'est extrêmement ça. Un listicle, c'est une, peut-être je ne l'ai pas précisé, mais c'est une page de vente avec les X reasons why, donc les 5 raisons pour lesquelles ça a complètement changé ma vie. Donc si tu fais une publicité qui renvoie vers ce type de page de vente, ça peut être intéressant également pour aller topper des gens qui sont un peu plus haut dans le funnel, et donc du coup augmenter ton niveau de spend, puisque tu t'ouvres les portes d'une population qui n'y avait pas avant. Donc tu rentres par l'aspect un peu éducatif. Tu cherches pas à vendre directement, tu expliques que en gros tu touches toute la catégorie des gens qui ont des problèmes de peau, et pas que la catégorie des gens qui veulent acheter une crème pour répondre à leurs problèmes de peau. Donc c'est quand même un bassin beaucoup plus large, et tu essaies de les avoir
les hooker, entre guillemets, avec des messages qui peuvent leur être utiles ou qui peuvent leur ouvrir un peu, les éduquer. Et ce que tu dis, c'est tu les ramènes vers une landing page qui n'est pas une page produit pour ne pas leur vendre le truc directement, mais continuer à les éduquer et les amener Exactement. subtilement vers ton acte d'achat. Ok. Exactement. Et ça, du coup, ça te permet d'ouvrir des nouveaux bassins et de scaler. Exactement. Ok. Soit ils achètent tout de suite parce que du coup la page de vente était bien faite, on est bien éduqué, soit ils s'en vont et ils redescendent déjà un petit peu plus dans le tunnel, ils sont plus éduqués, ils vont se refaire retargeter par d'autres types de messages créatifs et convertiront après par la suite. C'est indispensable de passer par ce type de stratégie quand tu veux scaler à un moment donné. C'est Enfin, les stickers ou pas, mais top of the funnel. Ouais. Sinon, tu plafonnes. Sinon, globalement, nous, ce qu'on a observé sur les comptes qui dépensent beaucoup, ok. Un petit peu le jeu. Du coup, j'ai une question sur comment tu intègres les landing pages dans ta stratégie, mais tu as déjà répondu. Le CRM, Klaviyo, ou d'autres outils, l'emailing, le SMS, WhatsApp, comment vous l'intégrez dans une strat ads ou acquisition ou Alors e-commerce? nous, c'est pas nous qui produisons directement, bien évidemment, les assets qui sont là. Nous, on conseille déjà d'avoir les fondamentaux, ce qui est le cas d'ailleurs pour les marques qui rentrent chez nous. Hein. Et voilà, la relance de panier abandonné, ce genre de choses, un minimum de newsletters qui sont envoyés. Ce qui est intéressant, notamment, nous, on aime bien travailler avec des agences email partenaires. C'est pour à la fois coupler l'ADS avec des stratégies d'emailing. Là, pour le coup, ça peut être extrêmement puissant. Par exemple, De venir récupérer l'adresse mail d'un prospect pour pouvoir l'activer après par la suite dans le cadre d'un lancement d'un nouveau produit, par exemple. C'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Comme on l'a dit, c'est que l'acquisition étant chère, il faut essayer de cette partie-là, c'est toute la partie qui va concerner la rentabilité. je sais pas si on entend le. Tu vois, ça cible le micro, mais je sais pas s'il est. Bon, ouais, si jamais vous entendez une petite ambulance, c'est normal. Enfin, c'est normal, je sais pas, mais en tout cas, on entend. Si tu avais un seul conseil à donner, et pas facile celle-là, mais aux marques qui nous écoutent, aux experts du marketing qui nous écoutent, et qui veulent mieux piloter leur acquisition, scaler, qui veulent en gros vraiment faire de l'acquisition de Meta, de Google, un levier rentable qui permet de croître, ce serait quoi ta reco? Si je devais en donner qu'un. Un seul. Un seul, c'est ça qui est pas facile. Le 80-20. Le 80-20, je dirais. On peut dire bosser avec Rhodes, je pense. Bosser avec Rhodes, bien évidemment. Je pense que c'est investir suffisamment et laisser suffisamment de temps pour voir ce qui se passe. On a des fois tendance à être très impatient. C'est pour ça que nous, on arrive, on se laisse au moins 3 à 6 mois pour regarder un petit peu ce qui se passe quand on change la stratégie. C'est très frustrant, je comprends, mais laisser de la place au test, essayer de comprendre. Je vous invite très fortement à challenger les performance managers si vous travaillez avec 2 agences pour essayer de voir s'ils comprennent ce qu'ils font. Pour essayer vous-même de comprendre et de laisser un petit peu de temps pour voir si ça fonctionne sur la durée. C'est intéressant comme conseil, c'est un bon conseil. Surtout qu'en plus il y a énormément de biais dans les analyses, c'est que on prend une décision entre le mardi et le dimanche, les habitudes de consommation sont pas les mêmes. T'as plein de facteurs qui peuvent jouer sur un mois, il y a des vacances scolaires, sur un autre il n'y en a pas. Donc je pense que quand tu as un dataset qui est quand même suffisamment long et qui prend en compte tous les effets et tous les aléas qu'il peut y avoir, bah ça devient assez représentatif pour te dire ok, est-ce que ma strat fonctionnait pas ou pas. Ce qui me permet de faire le lien avec une question que je n'avais pas prévue mais que je trouve intéressante. Tu observes une durée moyenne pour les marques où vous arrivez à craquer l'acquisition et à scaler. Ça c'est pas du jour au lendemain j'imagine, mais il y a quand même des fois des trucs qui se débloquent. C'est quoi la durée moyenne avant que ça arrive? Est-ce qu'il y en a une ou pas? Ça peut prendre. Ça dépend à quel point, quand on reprend le compte, il y a des choses qui nous hérissent. Ouais. Bon, c'est à partir du moment où un compte qui est plutôt bien géré, il y a des niveaux de spend qui sont suffisamment intéressants. On se laisse généralement 3 à 6 mois pour essayer de mettre en place. Ça nous laisse suffisamment de temps pour tester, avoir ses réponses. Si on a tout ce qu'il faut en interne pour pouvoir aller vite, donc la production de créa, le fait de produire des landing pages, itérer sur la partie site internet, 3 à 6 mois, je pense que c'est une bonne durée.
Est-ce que tu as des outils, des plateformes que tu souhaiterais recommander aux personnes qui nous écoutent? J'ai déjà fait beaucoup de pubs pour Shopify déjà. Ouais. Effectivement. Et je crois qu'il n'y a pas un épisode où on n'a pas mentionné Shopify au moins une fois. Ouais. Donc ils vont finir par sponsoriser. Tu m'étonnes. J'ai bon espoir. Donc oui, effectivement, Shopify, Lifetime, ça c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très intéressant. Tous les outils de questionnaire post-achat que j'ai mentionné, donc l'e-commerce, Fairing, ce genre de choses. Ayez des data, des dashboards pour pouvoir analyser, parce qu'en fait, on l'a vu, chaque métrique doit être mise en relation avec la métrique qui suit. Pour la créa, tu utilises quoi? Vous utilisez quoi? On utilise beaucoup Motion. Ouais. On utilise beaucoup Motion pour la liste de créa. Donc voilà, des dashboards, Motion. Très bien. Et est-ce que tu as en question un peu plus large, mais est-ce que tu as des ressources que tu consommes ou que tes équipes consomment, que tu conseilles aux gens qui nous écoutent? Ça peut être des podcasts, livres, newsletters, formations. Je vous invite très fortement à suivre le compte d'Étienne Garcia. Et c'est On me l'appelle souvent, Voilà. Également, salut Jonathan, le média meilleur. Donc voilà, principalement le contenu de Rose. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir scaler dans de bonnes conditions. Merci pour la petite page de pub. Je te donnerai les 50 balles quand c'est promis. Dernière question, est-ce qu'on peut te retrouver, Jordan, si on veut te poser des questions spécifiques sur l'épisode Avec grand plaisir. Ou te dire... Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Jordan Carly. Je suis beaucoup moins actif que mes 2 autres associés. Ils sont bien meilleurs que moi pour ça. Mais voilà, s'il y a des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Trop bien. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était super. On a fait quasiment 1h30. On a répondu à plein de questions que moi j'avais, que potentiellement les gens avaient. J'espère que c'est utile pour les personnes qui nous écoutent. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir ici. On n'a pas précisé, mais on est à Nice actuellement dans le cadre d'un séminaire. On a un petit séminaire trimestriel avec notre agence. Et donc, on a profité pour faire cet épisode en présentiel. Donc, très cool de te recevoir. On aura peut-être un deuxième épisode sur d'autres sujets après le fameux case study CAC, produit offert. Exactement. Et puis voilà, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et je te dis à très vite. Merci à toi, Étienne. Et d'ailleurs, ce qu'on a précisé, c'est que c'est un Rosé qui est tout particulier parce que demain, c'est ton anniversaire. Tout à fait. Donc, en plus de passer un moment de travail, on va passer aussi un moment un peu plaisir demain. Exactement. N'hésitez pas à me souhaiter bon anniversaire dans les commentaires pour les personnes qui regardent cet épisode. Et pour le référencement. Je pense pas qu'il sortira peut-être, mais trop bien. Bon, merci et à toutes. Merci à toi, Étienne. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.